Alors, eh bien, bonjour à tous, chers amoureux des animaux. Merci d'être là avec nous, avec Costa Impact Animal. Euh, je me fais toujours une importance de parler un petit peu au début de Costa Impact Animal. C'est quoi exactement? Dans quoi vous êtes impliqué avec nous? Costa Impact Animal, c'est un projet qui est assez unique parce qu'on parle beaucoup de la pleine conscience. On parle de développer une relation avec l'animal d'une façon qui n'a pas été encore explorée. Autrement dit, il y a des gens qui s'inscrivent à de la méditation, il y a des gens qui s'inscrivent à du yoga. Mais vous allez vous inscrire à un programme dont vous allez participer avec votre animal. Votre animal va vous faire vivre tout au long de l'année. C'est ce que Costa Impact Animal unique de relation entre l'humain et l'animal. Costa Impact Animal, on parle beaucoup de cet univers-là, de l'énergie, de la pleine conscience. La relation qu'il y a entre Costa Impact Animal et nos collaborateurs comme Mireille, que je vais vous présenter tantôt, je vais vous donner un exemple simple. On va fusionner l'énergie avec la matière. Ça peut paraître drôle, mais c'est un petit peu comme si on prenait l'exemple d'un arbre. Un arbre, il puise son énergie dans l'univers. Quand il vient dans la matière, ses racines vont s'ancrer dans la terre pour avoir la pleine puissance et le plein développement. C'est la même chose qu'on va faire avec Costa Impact Animal dans cette relation-là entre l'humain et l'animal. Donc, juste pour donner la définition, parce que souvent, on parle de la pleine conscience, mais ça veut dire quoi? Il y a toutes sortes de définitions. Ça veut dire simplement, j'en ai une définition ici qui est très simple. La pleine conscience consiste à porter intentionnellement attention aux expériences internes, soit le sens, les émotions, les pensées, l'état d'esprit, ou externes du moment présent, sans porter aucun jugement. Cette dimension-là de la pleine conscience, on la nomme souvent en anglais le mindfulness. C'est la même chose. Et on parle de cette pleine conscience-là. On va parler de l'acteur principal dans cette dimension-là, qui est notre animal de compagnie. Donc, comme je disais tantôt, au lieu d'aller faire de la méditation ou du yoga, on va le travailler avec notre animal de compagnie. Qu'est-ce que ça va donner en bout de ligne? Qu'est-ce que ça va vous donner de suivre le programme de Costa Impact Animal au fil de l'année? Ça va vous donner une meilleure connexion, excusez, non seulement avec l'animal, mais avec vous-même. Vous allez découvrir des éléments de votre qui je suis au travers de cette expérience-là qu'on va vivre ensemble. Naturellement, il y aura toutes sortes d'exercices, il y aura toutes sortes de choses. Je vous parlerai à la fin d'un atelier qui s'en vient. Mais principalement, c'est l'expérience de vivre tous les bienfaits que l'animal de compagnie nous enseigne et que trop souvent, on voit ça un petit peu d'une façon plus banale, trop simple. Ah, c'est le fun, l'animal est là, il bouge la queue. On va aller beaucoup plus en profondeur que ça. L'animal a beaucoup à nous enseigner. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble tout au long du programme de Costa Impact Animal. À chaque fois qu'on est en compagnie de l'animal, on n'en est probablement pas toujours pleinement conscient, mais on tombe dans cet élément-là de la joie. On tombe dans le moment présent. Et c'est l'exercice qu'on va faire ensemble dans l'année pour devenir plus conscient, pour que ce rapport-là entre l'humain et l'animal devienne beaucoup plus riche. Et en bout de ligne, ce que vous allez recevoir, ce que vous allez, l'impact que ça va donner, une transformation personnelle de votre propre personnalité et un meilleur respect vis-à-vis de l'animal, un meilleur sens d'observation, d'écoute vis-à-vis de votre animal. Donc, je parlais de cette cellule-là, l'oxytocine, souvent on l'appelle le love drug. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous introduire à notre invité aujourd'hui, qui est Mireille Casimir. Mireille Chapelot. Mireille Chapelot. J'ai vu quelqu'un pareil, Mireille Casimir. Mireille Chapelot, des moments magiques. Comme elle disait, elle est de la région de l'Estrie. Mireille va venir nous entretenir sur son expérience de relation avec l'animal
de comment mieux comprendre le comportement de l'animal. Je disais dans notre qui je suis, trop souvent, on est porté inconsciemment à dicter des choses à notre animal. L'humain est ainsi fait, puis on dit, ah, ben, fais ci l'animal, ou il se produit tel événement dans le comportement, puis on est porté souvent à dicter. Mais dans cette relation-là du comportement animal, on va se mettre en mode beaucoup plus d'observation de notre animal et comprendre ses comportements. Moi, j'ai compris quelque chose, ben, j'ai réalisé quelque chose dernièrement, pendant toute l'histoire de la pandémie, parce que j'avais une présence plus grande face à mon animal, j'ai réalisé que son comportement avait changé. Alors, j'en ai simplement fait une observation et avant de dicter quoi que ce soit, je me suis dit, ah, regardons ça, il y a eu un comportement différent, mais parce que j'ai été plus présent avec mon animal. Alors, c'est toutes ces choses-là qu'on va voir ensemble. Mireille, bonjour Mireille, comment ça va? Salut Norma! Oui, Mireille, on est super content que tu sois avec nous aujourd'hui et que tu nous viennes nous parler justement de ce comportement-là, de cette meilleure compréhension-là, de cette belle relation qu'on a avec les animaux. Je sais que tu as développé une expertise avec, naturellement, les chiens, le milieu canin. J'aimerais, d'entrée de jeu, que tu nous parles rapidement un petit peu de ce qui t'a amené ton amour à développer cette relation-là, à développer cette entreprise-là, les moments magiques. Alors, je te laisse la parole, Mireille. Bien, il y en a plusieurs moments magiques qui ont servi de titre à mon entreprise parce que je sais, tu sais, souvent, les gens qui travaillent dans le domaine canin, le titre a un lien avec l'animal avec lequel ils travaillent, hein, la patte canine ou des choses comme ça. Moi, je sais que ça n'a pas de lien. Sauf qu'il y a un lien intrinsèque. C'est que j'ai tellement vécu au fil des années de moments que moi, je qualifie de magiques avec des animaux que c'est devenu comme évident que si je démarrais un jour une entreprise, ça allait s'appeler Nos moments magiques. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est en lien avec la relation. Comment on développe une relation, comment ça s'articule tout ça. Et j'ai fait ça aussi dans ma vie tout le temps parce que moi, je suis dans les médias, ça fait plus de 20 ans, donc j'ai fait de la radio. C'est vraiment comme, c'était l'humain qui m'intéressait. En fait, c'était même plus loin que ça, c'était les différents aspects de la communication qui m'intéressaient. Donc, j'ai essayé plein de choses, le langage des signes pour bébé. Ça, c'est mon chien. Alors, je vous présente Belle parce que je suis en train de lui montrer justement le langage des signes pour bébé, mais que là, j'applique au chien dans l'optique parce qu'elle est vieillissante. Là, elle avait 6 mois là-dessus, sauf qu'elle est vieillissante maintenant. Et puis, je me dis, si jamais elle est sourde, ben au moins, je vais pouvoir continuer à communiquer avec mon chien. Donc, ce qui m'a amené là, c'est plein d'expériences. J'avais le goût, d'entrée de jeu, puisqu'on parle d'observer et de moments présents, de te raconter et de vous raconter une histoire en lien avec ça, une histoire vécue. J'ai commencé avec les chevaux à vraiment m'ouvrir à ce que c'était qu'être présent. Comme je disais, j'ai cumulé plusieurs emplois en même temps, toujours dans le domaine de la communication. J'ai eu des enfants et puis à un moment donné, j'ai fait ce qu'on appelle un épuisement professionnel et il a fallu que je retourne vraiment à la base. C'est-à-dire, si je coupe des carottes, je dois vraiment me concentrer sur le couteau qui coupe les carottes. Je pense à rien d'autre parce que je partais dans des peurs, dans des anxiétés incroyables à ces moments-là. Donc, je devais trouver de quoi me raccrocher au présent. Et c'est passé par la pleine conscience, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque. Bref, donc, j'ai travaillé. À l'époque, je travaillais pas encore, mais je voulais me mettre en contact avec des êtres qui allaient me permettre d'être dans le ressenti, dans le présent. Et j'ai commencé par les chevaux, qui était l'animal que je préférais quand j'étais jeune. Et à un moment donné, j'avais demandé la permission à une ferme équestre, pas tellement loin de chez moi, d'aller voir les animaux, même si le propriétaire n'était pas là, juste pour m'asseoir puis prendre un moment puis comme méditer avec les chevaux parce que je trouvais qu'ils avaient un effet, je le comprenais pas à l'époque, mais je trouvais qu'ils avaient un effet extrêmement calmant sur moi. Et on m'a donné la permission de le faire, puis ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, vas-y. J'avais déjà quelques connaissances du monde équestre auparavant, alors c'était comme, j'étais en sécurité, ils me savaient aussi en sécurité, donc c'était correct. Puis ils m'ont dit, même si tu veux t'approcher, là, j'en avais quelques-uns avec lesquels je m'entendais bien, si tu veux t'approcher, il n'y a pas de problème, vas-y. Et j'étais dans un endroit spécial, dans un enclos où il y avait une pouliche qui était là avec son meilleur copain. Donc, la pouliche s'appelait Dara.
Son copain s'appelait Kenobi. Et il y avait aussi leur maman qui était là, mais il y avait aussi une autre maman qui était là avec deux autres jeunes. Et puis, j'ai trouvé magnifique. Donc, c'était cet endroit-là que je me suis installée pour les regarder. Puis, à un moment donné, je me suis sentie comme observée et assez à l'aise pour rentrer dans l'enclos, qui est en pleine nature, là, avec comme de la forêt et tout ça autour. Alors, je suis rentrée. Puis là, ben, moi, c'était Dara que je voulais aller voir, évidemment. Alors, Dara, elle me connaissait, elle est venue, tout ça. Kenobi, qui est super joyeux, qui est venu me voir aussi. La maman était pas loin, elle nous regardait. Puis là, j'étais juste là, à les regarder, à les flatter. Et soudainement, il y a une autre, la jument, qui s'appelle Dior. Alors, Dior est arrivée, c'est pas la mère des deux. Dior est arrivée, et là, elle s'est mise vraiment comme, elle est passée devant, puis elle est allée à côté de Kenobi et puis de Dara. Alors, évidemment, elle était immense. J'ai reculé, j'ai attendu. J'ai réessayé de faire un contact, et elle a refait la même chose. Et la troisième fois, là, par contre, elle l'a refait, mais en piaffant un peu au sol. Alors là, j'ai vraiment pris du recul. Je me suis assise sur une roche dans l'enclos. J'ai observé qu'est-ce qui se passait. Je ne sais pas combien de temps je suis restée, peut-être un bon 30-40 minutes à juste les observer. Et je me suis rendu compte que Dior était un peu la matriarche la matriarche, bref, la dirigeante du groupe, la dirigeante de ce groupe-là, parce que quand elle se déplaçait, les autres la suivaient, se déplaçaient aussi. Alors, je me suis dit, ah, OK, d'accord. Et là, je me suis mis dans le groupe, et j'ai suivi Dior avec les autres. Au début, je me suis mis vraiment à la fin complètement du groupe. Et petit à petit, dépendamment de leur déplacement, je suis comme remontée jusqu'à être à ses côtés. Et puis, à un moment donné, ils ont pris de la distance par rapport à moi, mais j'ai pas bougé, j'ai attendu. Et là, Dior est venue me voir, mais vraiment de face, là, complètement de face. Et là, elle est venue coller son nez sur mon nez. J'ai pas bougé, j'ai rien fait. Après ça, elle m'a tendu comme le dessus de sa tête, et là, je l'ai caressé. Et à partir de ce moment-là, c'est comme s'il y avait eu une entente. Hey, écoute, j'en ai encore des frissons, là. Je sais pas, je peux vous le montrer, mais j'ai vraiment des frissons. Il y a comme eu une entente mutuelle de j'ai compris son rôle, elle a compris ce que je voulais faire, et puis après ça, j'ai pu approcher n'importe qui. Elle s'est jamais interposée. Même que Dara s'est couchée auprès de moi, puis je pense que Dara avait 6 mois ou 7 mois, elle était vraiment pas très, très grande. Elle s'est couchée à côté de moi. Toujours, moi, j'étais sur ma roche. Elle s'est couchée à côté de moi, la tête à côté sur moi. Dior a comme regardé, la maman a regardé, puis on fait « OK, c'est bon, c'est correct ». C'est comme si en moins d'une heure, j'avais gagné la confiance de tout le groupe en ne faisant rien. C'est-à-dire en ne restant que là et en observant. Et il s'est passé cette espèce de communication vraiment très particulière où en une fraction de seconde, c'est comme si on s'était reconnu, qu'on savait ce qu'on faisait là et c'était OK. Et puis là, après ça, j'aurais quasiment pu les suivre dans la forêt. Et puis ça, je présume que ça aurait été correct. Mais moi, j'avais du temps, j'avais moins de temps, puis je devais retourner à la maison. Sauf que ça m'a vraiment marqué, cette expérience-là. Et ça n'en est pas juste une. J'en ai plein comme ça que j'ai vécu avec des chevaux. Puis quand je pouvais pas avoir des chevaux à la maison, mon conjoint me dit, ben pourquoi tu travailles pas avec un autre animal? J'ai dit, ah! Le chien, c'est mon préféré après le cheval. Donc, je suis allée suivre des formations dans le domaine canin. Et puis, ben là, je me suis mis à travailler avec des chiens. Et puis, ben, à la maison, j'ai un danois, ce qui est presque un chien-cheval. Alors, et donc, pour moi, ça, c'est devenu fondamental. Le fait d'observer, le fait de respecter, parce que dans cette expérience-là, vraiment, sans le savoir, j'ai respecté ce qui se passait devant moi. J'ai comme compris que cet animal-là, Dior, m'empêchait d'approcher les plus jeunes là, d'une certaine façon. Ben, elle me faisait pas confiance, ou je sais pas trop comment ça se passait, mais j'ai comme compris ça, qu'en prenant du recul, en respectant ce qui se passait et en comprenant la situation, eh ben là, j'ai pu m'insérer dans le groupe, arriver à l'action, et puis avoir un résultat que je qualifie, moi, de magique, là, dans mon langage à moi. Je trouve juste que c'est magnifique, il s'est passé quelque chose. Et ça, avec des animaux comme les chiens, j'en ai tout le temps de ce genre de moment-là de compréhension. Puis, quand je suis en consultation, ce que j'amène les gens à faire, c'est prendre conscience de ce que l'animal nous véhicule. Et je vois, Normand, tu as bougé, tu avais sûrement une question? Ben, non, rapidement, c'était simplement sur le fait du respect. J'aime beaucoup quand tu emploies ce mot-là parce que trop souvent, on est porté à prendre l'animal, puis je donne un exemple, on veut qu'il nous embrasse.
il n'a peut-être pas le goût de t'embrasser. Puis de plus en plus maintenant, moi, avec l'animal, je prends le temps, je le mets sur moi, je le regarde et je le laisse agir par lui-même. Je le respecte dans ce qu'il veut ou il ne veut pas. Et je trouve ça fait une grosse différence dans la relation parce que tu as un sentiment, je respecte davantage mon animal, je suis à l'écoute davantage de mon animal. Alors, ce que tu fais mention, c'est quelque chose de très, très gros à développer, ce sens de respect-là vis-à-vis de notre animal. Il n'a peut-être pas toujours le goût de se faire prendre. Il n'a peut-être pas toujours le goût de se faire caresser. Il faut apprendre cette notion-là. Je voulais juste faire cette mention-là. Et surtout chez les chiens, hein, tu le sais que faire des câlins, c'est très primate. Excusez, mais c'est vraiment ça, c'est de se prendre comme ça. Il y a certaines catégories d'animaux pour qui c'est très important pour développer justement l'hormone de l'ocytocine, entre autres. Mais chez le chien, c'est pas tout à fait comme ça pour, je te dirais peut-être un 80-85%. 80-85% des chiens, là, c'est vraiment une approximation non scientifique. Ils aiment pas se faire caresser. Ils finissent par apprendre que c'est une marque d'affection, on est bien. Puis pour la plupart de ce pourcentage-là, ben ils en viennent vraiment à apprécier le moment et à relaxer. Mais habituellement, juste le fait d'être côte à côte, pour eux, ça peut être suffisant. Ils vont jouer, ils vont s'approcher et tout ça. Mais souvent, ils apprécient pas ça. Ce qu'ils apprécient, c'est quand, mettons, s'il y a un câlin, il y a quelque chose, c'est qu'il y a une possibilité de prendre la fuite. Parce que tu sais que, on en a déjà parlé, que ce soit l'humain, l'animal ou tout ça, il y a 3 possibilités. Soit qu'on fuit, soit qu'on attaque, entre guillemets, ou qu'on gèle. C'est-à-dire qu'on fige, on fait plus rien parce qu'on sait pas quoi faire. Et ça, on l'utilise en analyse comportementale, mais aussi dans le mode d'action. Tu sais, à quel moment c'est le bon moment pour votre chien pour agir. Mais ça va être plus tard, parce qu'on va faire 4 webinaires ensemble. Donc ça va être plus tard, tout ce qui est comme langage, comportement et tout ça. Aujourd'hui, c'était vraiment plus de observer. C'est prendre conscience que cet être-là, c'est plus que juste une boule de poils sur 4 pattes. Mais ils ont vraiment comme un vécu, on le sait maintenant, émotif. Donc, il se passe des choses, ils ont des émotions, les animaux, ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs années, mais là, on le sait maintenant. Tu sais, la science, ça évolue. Puis étonnamment, on sait des fois plus de choses sur les lions que sur le chien qui vit avec nous depuis comme des temps immémoriaux, parce que c'est un des premiers animaux, sinon le premier animal à avoir été domestiqué par l'homme. Il y a aussi les chèvres. Et les chevaux aussi, ça fait extrêmement longtemps qu'ils sont avec nous. Et puis hier, en préparant l'entrevue, je regardais sur Internet parce que je me souvenais d'une étude qui avait été faite entre des enfants des chimpanzés puis d'autres animaux pour voir lesquels réagissaient mieux aux échanges entre humains. Et évidemment, c'est pas surprenant que c'est le chien qui est arrivé en numéro 1, la chèvre en 2e, le cheval pas tellement loin, et puis très, très, très loin, le chimpanzé. Alors pourtant, le chimpanzé partage plus de gènes avec nous que le chien, mais le chien vit avec l'humain depuis tellement plus longtemps que toute cette connaissance-là maintenant se transmet. La connaissance et la capacité de lire l'humain se transmet de génération en génération. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, si on pointe un objet, par exemple, le chien va pas regarder notre bout de doigt. Le chien va aller voir qu'est-ce qu'on pointe. Alors ça, c'est des choses, par exemple, qui sont acquises par le chien, mais pas du tout par le chimpanzé, à moins que peut-être on lui ait appris, mais naturellement, comme ça, il le fera pas. Alors, on partage énormément de choses avec le chien et dans son mode de survie et dans son mode de fonctionnement, le chien est un très grand observateur. Alors, même s'il ne parle pas comme nous, il observe encore plus. Alors, toute notre routine, toutes nos mimiques, notre gestuelle, ils sont capables de détecter les micro-mouvements, les froncements de sourcils et tout ça, et de voir comment ils réagissent quand nous, on a une réaction, c'est incroyable. De voir la compréhension dans les yeux du chien aussi quand, oups, il s'est passé quelque chose. Le chien l'a très bien vu qu'il s'est passé quelque chose. Donc, ils observent beaucoup, mais nous, en retour, on est plus souvent dans notre tête que dans l'observation. C'est vraiment ce que je me suis rendu compte, puis c'est pas par mauvaise intention, c'est comme par mode de fonctionnement. On est moins habitué à, on dirait, habiter notre corps et être plus sensible à nos sens. Alors que le chien a un cerveau moins volumineux que le nôtre, un cortex de réflexion moins élevé
Ben, élevé, j'aime pas dire ça, mais il est moins gros que le nôtre. Donc, les modes de réflexion se font pas de la même façon. Nous, on est très souvent dans nos pensées et tout ça. Vas-y, Normand. Oui, tu parles d'un élément important dans le regard de l'animal. Moi, j'ai pris conscience de différentes choses juste par le regard de l'animal et il nous amène dans un moment présent incroyable. Quand on parle de devenir plus conscient, observez davantage votre animal dans cet aspect-là du regard. L'animal, lui, il détecte beaucoup d'éléments juste par le regard. Si moi, j'arrive à la maison, mon animal, juste en me regardant du premier coup d'œil, et s'il voit que j'ai un niveau de stress incroyable, il ne viendra même pas me voir. Observez beaucoup. Quand vous rentrez à la maison, quand vous êtes en présence de votre animal, les différents comportements que l'animal a. Et c'est intéressant parce qu'on découvre un paquet de choses. Moi, une des premières choses que j'ai découvertes à un moment donné, de par l'animal, quand je quittais la maison, puis son regard, il m'a fait replonger dans mon enfance d'une façon incroyable au moment où mes parents quittaient pour aller travailler pendant toute la semaine. Pour vrai? Oui, et à un moment donné, j'ai vu dans ce regard-là le miroir de mon enfance, de qui j'étais à l'âge de 4 ans, 5 ans, au moment où mes parents partaient. Ils me faisaient vivre une émotion excessivement forte et j'ai remarqué que ça me ramenait directement là. Donc, le sens d'observer, le sens du regard de l'animal, c'est quelque chose qu'on va travailler puis qu'on va développer dans l'année pour nous apprendre beaucoup sur qui nous sommes. N'oubliez pas, on dit souvent, l'animal est le miroir de qui on est. Mm-hmm. Ce n'est pas juste des paroles en l'air. Plus on va observer, plus on va découvrir qui nous sommes comme individus. Le qui je suis dans Costa Impact Animal est un élément majeur qu'on va vous faire découvrir, vous personnellement, qui vous êtes par rapport à l'animal. Alors, le regard, le respect, je veux juste faire cette connotation-là, parce que j'aime souvent donner des exemples concrets pour que les gens puissent identifier aussi, puis mettre en pratique. Après ça, ils retournent, ils sont à la maison, puis ils vont devenir plus observateurs du regard de l'animal. Qu'est-ce que l'animal veut nous dire? On dit souvent, on a l'impression, hey, on dirait que l'animal veut me parler. Il me regarde, il me fixe. Et c'est des moments magiques qui se produisent où on tombe dans le moment présent, on tombe dans l'amour inconditionnel. L'animal, c'est l'enseignement qu'il a à nous donner. Je te laisse filer avec d'autres petits exemples. Oui, mais je ne sais plus du tout dans quoi je m'en allais avec tout ça, là, sur le regard. Mais avec le chien, juste, on va en parler plus tard, mais le chien, le sens de la vue, c'est pas son sens prédominant, c'est vraiment le nez. Et puis là, tu parlais un exemple, si tu arrives stressé, ben tu dégages des hormones, probablement du cortisol et puis tout ça, puis le chien est capable de le détecter aussi, puis ta gestuelle est très différente, donc ça se peut qu'il soit pas très à l'aise et puis qu'ils veulent pas t'approcher. Puis les chiens, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des enfants? Même si ça fait peut-être longtemps. Y en a-tu qui ont eu des enfants parmi vous? Non. Non? Oui? OK, il y en a quelques-uns. Serge, je sais que oui, mais ils sont rendus grands. Moi, les miens sont encore relativement jeunes. Donc, je le vois encore aujourd'hui. Tu sais, quand on entend les professeurs dire « Oh, ça sent la tempête de neige », ben c'est la même chose avec les chiens. Quand on est stressé, ben le chien est un peu comme notre miroir. Donc, il va agir, il va comme bouger plus, il va japper plus. Il y a quelque chose qui va se passer. Je me souviens quand la pandémie est arrivée, ben, il y a mon Dieu, ça fait 1 an presque pile, là, et puis qu'on est tombé en confinement. J'avais jamais vu mon chien comme ça. Dans la première semaine de confinement, elle jappait, mais avec un jappement, je l'avais jamais entendu celui-là et je savais pas du tout comment l'interpréter. C'était une fois quand je suis arrivée, le moment où ça a été le pire, c'est une fois quand je suis arrivée à la maison, puis là, elle se promenait partout, comme à toutes les portes, les fenêtres, puis elle jappait, mais il y avait personne à l'extérieur cette fois-ci. Je comprenais pas du tout qu'est-ce qui se passait. Et j'ai appris comme en fin d'après-midi, parce que mon conjoint était pas capable de le verbaliser encore, mais qu'il avait perdu son emploi, pour lequel il travaillait depuis 23 ans. Alors, j'ai fait « OK! » C'est ça. Donc, Belle a comme essayé d'extérioriser quelque chose qu'elle sentait, que moi, j'avais aucune idée encore ce que c'était. Puis quand il me racontait ça, la tension a descendu, puis plus la semaine a passé, plus le chien s'est calmé. Il y a eu vraiment un moment où ça a fait comme
Puis après ça, ça a descendu. Moi, je fais beaucoup plus confiance à mon chien quand quelqu'un rentre dans ma maison. Si mon chien va lui dire bonjour, souvent, c'est que la personne a un bon fond. Et quand elle veut pas approcher quelqu'un, même si la personne a l'air sympathique, c'est comme, oups, cette personne-là n'est pas nécessairement dans une bonne disposition en ce moment. Moi, ce que j'aime beaucoup faire pour justement améliorer la relation, c'est dès que ma chienne était tout petite, je me suis rendu compte qu'elle avait une très bonne oreille. Elle comprenait les mots qu'on disait. Un exemple de ça, j'avais un de mes garçons qui était malade et puis j'ai dit à mon conjoint, va chercher la couverture, on va pouvoir installer Antoine sur le fauteuil puis on va lui mettre sa couverture. Ben, elle est partie, elle est allée chercher sa couverture puis elle l'a mis sur Antoine. Elle avait peut-être, je sais pas, 9 mois environ. Puis là, je me suis dit, oh, il s'est passé quelque chose là aussi, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, j'avais rien fait avec elle. C'est juste que moi, je faisais probablement avec elle ce que je faisais avec les enfants. Donc, quand je lui parlais, ben, je mettais des mots sur ce que je faisais. Alors, j'ai amplifié ça. Et maintenant, je peux lui poser des questions et elle va me répondre à sa façon, c'est-à-dire en pointant des objets ou en pointant des choses ou en faisant une action. Puis, elle est pas, c'est pas les chiens les plus brillants, là, les Danois, là. On s'entend? C'est pas ceux qui réfléchissent le plus. C'est pas un border collie, c'est pas un berger allemand. Mais elle a cette capacité, cette acuité auditive-là que j'ai développée. Et c'est fantastique parce que comme je travaille avec elle régulièrement dans les écoles et tout ça, la communication est vraiment plus facile. Mais si je l'avais pas observée, ben j'aurais pas pu déduire que elle avait cette possibilité-là. Et j'ai juste renforcé ça d'une certaine façon en rajoutant des mots, après ça des actions, des verbes et tout ça. Oui. Oui, puis je reviens avec un exemple. C'est scientifique. L'exemple que je vais vous donner, retenez-la bien parce qu'elle est importante par rapport à observer notre animal et comprendre notre animal. J'ai lu un article scientifique qui disait l'animal de compagnie, le chien, c'est comme si on avait un enfant qui, à l'âge de 1 an et demi, arrêtait son évolution intellectuelle. C'est donc dire que votre animal va demeurer comme un bébé toute sa vie. Et c'est important de comprendre ça. C'est comme si vous avez un enfant, un bébé qui cesse de grandir à partir de l'âge de 1 an et demi. Son cerveau à l'animal, c'est comme, il arrête là. Donc, pour le restant de nos jours avec notre animal, c'est un bébé. C'est ça, ça dépend des races. On dit 1 an et demi, 2 ans et demi, semi-autiste, à peu près. Donc, c'est ça dépend. Tu sais, la mienne, elle doit être autour de peut-être, je sais pas, moi, 1 an 45. Elle est autour de ça, à peu près. Tandis qu'un Border Collie, on est peut-être un petit peu plus proche du 3 ans, là. Mais, tout ça pour dire que c'est vraiment, c'est l'observation. Des fois, je fais juste comme m'asseoir à côté d'elle à l'extérieur. C'est notre activité préférée, là. Le printemps s'en vient. Ma galerie est plein sud, donc ça veut dire que c'est un des premiers espaces qui se dégage et le soleil est très, très chaud autour de l'heure du dîner. Donc souvent, le Belle et moi, on s'assoit en plein soleil, on profite de la vie et puis on observe. Puis ce qui est très drôle, c'est que j'essaie de me mettre un peu au diapason de qui elle est. Et des fois, je sais que là, on est vraiment connecté quand on va tourner l'oreille, tu sais, de la même façon en même temps pour un bruit ou pour quelque chose. Puis ça, c'est toujours des belles expériences de pleine conscience. C'est-à-dire, à ce moment-là, je suis assise où sont mes fesses, mes jambes, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois, comment je me sens, c'est quoi les couleurs qui sont autour de moi. Tu sais, si on prenait 2 secondes en ce moment, là, tout le monde, juste pour ressentir sur quoi on est assis en ce moment. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Est-ce que nos pieds reposent au sol? Est-ce qu'ils sont comme dans les airs? Y a-t-il une pression qui est un peu plus sur un des éléments de notre corps en ce moment? C'est quoi les couleurs que vous avez autour? Moi, là, j'ai le soleil. À l'endroit où je me trouve, j'ai des très belles fenêtres autour de moi. Et j'ai le soleil là, de midi qui est là, qui donne des couleurs un petit peu comme orangé au plancher où je me trouve. Très lumineux, c'est agréable, il y a des plantes, ça sent bon ici dans cet espace-ci. L'air est frais comparativement en haut. Je suis dans un musée en ce moment, ça paraît pas, mais je suis dans un musée. Et puis en haut, ben, c'est la vieille maison et tout ça, donc ça sent le vieux. Tu sais, l'odeur est très différente. Ici, cet espace-là est neuf, alors c'est frais, c'est agréable, on est bien dans cet espace-ci. Quand je m'assois avec mon chien, ben, c'est un peu le même genre d'exercice que je fais. Je suis assise, j'observe, j'écoute les différents cris d'oiseaux.
Ici, il y en a beaucoup là, ces temps-ci. Le mouvement des feuilles. Et puis, je fais juste, dans le fond, comme devenir un chien l'espace de plusieurs minutes. C'est sûr que j'ai pas son nez, je sens pas ça, mais elle a pas mes yeux non plus. Nous, on voit très bien tout le spectre de l'arc-en-ciel. Elle ne voit pas ce qui est en lien avec le rouge. Donc, pas de rouge, pas de rose. Donc, elle voit vert, bleu, jaune. Ça, elle voit très, très bien. Brun, noir, tout ça, ça, il voit bien. Donc, j'ai quand même des bons yeux. Elle a un super nez. Alors, côté oreille, elle entend plus aigu que moi, mais quand même, on est capable de tourner notre oreille à peu près au même moment. Puis, on fait juste profiter de l'instant qui s'offre à nous pour respirer. Ça, c'est parmi des super moments. C'est pas des moments magiques, mais c'est des moments très agréables. Les moments magiques, pour moi, c'est vraiment quand il y a un échange de communication qui se passe sans le verbaliser nécessairement, et puis qu'on se comprend. Puis ça arrive des fois dans les promenades aussi. Je sais pas, quand vous promenez votre chien, est-ce que vous êtes au téléphone en même temps? Est-ce que vous êtes vraiment 100% avec votre animal à ce moment-là? Parce que dans la promenade, pour voir beaucoup de gens promener leur chien, on dirait des fois que c'est une tâche. Puis ils ont souvent les oreilles branchées sur quelque chose pour passer ce moment-là de plus vite façon ou rendre ce moment-là productif, parce qu'on est vraiment dans une société de productivité et ne rien faire, c'est très contre-productif. Mais quand on fait un burn-out, on se rend compte que ça sert à quelque chose de ne rien faire. Et ça nous aide à nous connecter beaucoup plus à l'intérieur, puis à l'extérieur aussi. Je ne vois pas la vie de la même façon maintenant qu'avant. Je ne serais plus capable de faire ce que je fais avant. Ça, c'est certain. Puis dans la promenade, ben c'est là qu'on le voit souvent. Puis quand je travaille la promenade avec des clients, les gens sont pas nécessairement conscients. Puis comme je te dis encore, c'est pas mauvaise intention là. C'est juste que c'est comme notre fonctionnement. Mais ils sont pas conscients, par exemple, de OK, vous avez une tension dans votre laisse. Descendez le bras, par exemple. Oups! Là, on voit que vous penchez de ce côté-là, vous faites une tension dans la laisse. Parce que tension dans la laisse égale tension aussi pour l'animal. On l'oublie. Mais quand on travaille avec des chevaux, on se rend très bien compte que juste mettre un petit fil dans la bouche du cheval ou dans le cou, ça prend pas un grand mouvement pour que l'animal soit capable d'aller dans la bonne direction. Oui? Parce que tu parles d'un exemple concret, puis j'aimerais juste que tu en parles un petit peu plus. Le phénomène de la laisse avec notre animal, trop souvent, on est porté à vouloir soit dicter ou contrôler notre animal, puis on tire sur la laisse, on veut qu'il y ait tel comportement, on veut qu'il marche. Selon toute ton expérience que tu as vécue, comment ça se passe normalement, le phénomène de marcher avec son animal, puis la laisse? Quelles sont les erreurs en tant qu'humain qu'on fait le plus souvent? Bien, c'est parce que c'est en évolution. Comme je te disais, la science évolue. On commence de plus en plus à étudier le chien comparativement à d'autres animaux et on découvre plein de capacités que le chien a qu'on connaissait pas avant. Puis avant, on pensait vraiment que pour maîtriser le chien, il fallait y aller avec la force. Il fallait y aller avec ce qu'on dit, être dominant, dominer son animal, être le mâle alpha. Mais là, on le sait que le mythe le plus courant, là, c'est que le chien est un animal de meute. C'est pas un animal de meute. C'est un animal social, mais pas de meute. Puis même la définition de la meute chez les loups a été revisée par celui-là même qui l'avait créé à une certaine époque. Toute l'idée de domination envers la gent canine date d'une expérience, je peux pas te dire l'année, mais date d'une expérience qui avait été faite avec des loups en captivité qui ne faisaient pas partie de la même famille. Et donc, il y a eu vraiment un jeu de pouvoir qui s'est fait pour que chacun puisse créer leur place. Donc là, on s'est dit, ça y est, les loups sont hiérarchiques. Donc, le chien est hiérarchique. Donc, si on veut que le chien nous obéisse, il faut le dominer. Puis, à regarder des loups qui font pas partie de la même famille, déterminer quel est leur espace, c'est assez violent. Alors, les humains ont conclu que, ben, OK, alors il faut être brusque avec notre animal pour arriver à obtenir quelque chose de lui. Maintenant, on sait que c'est pas ça, et c'est pas le cas. Tu obtiens plus de coopération de ton animal en y allant avec calme, avec douceur, avec constance. D'où tout ce qui a émergé en lien avec les différents types de renforcement et punition. Donc, renforcement positif, négatif, punition positive, punition négative, ça, c'est des termes techniques, mais on entend souvent renforcement positif. Ce que ça veut dire, c'est récompenser ce qu'on souhaite comme comportement, puis ignorer, en fait, ce qu'on veut pas. Donc, dans la marche, on pourrait donner, tu sais, si tu donnes un coup de laisse,
moi, je sais, entre autres, que le cou, c'est très fragile. Donc, les coups répétitifs dans le cou, à la longue, ça peut créer des problèmes au niveau des vertèbres. Puis, l'animal va contracter ses muscles et donc, le coup ne signifiera plus rien pour lui éventuellement. Donc, il va falloir qu'on tire plus fort pour avoir le même résultat. Tandis que, donc, ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne. Ça a fonctionné. Si tu donnes un coup à ton chien, aïe, il aime pas ça, donc il va peut-être se mettre à penser, aïe, il faut pas que j'aille trop en avant, faut pas que j'aille trop là, parce que sinon, je vais avoir un coup dans le cou. Le résultat final, c'est quoi? C'est que le chien risque de rester autour de toi. Donc, ça fonctionne. Mais dans la relation, qu'est-ce qui se passe chez l'animal? Il va être en mode évitement. Il va être en mode « Ah, il va me faire mal ». Donc, il va être plus crispé, peut-être, plus anxieux ou plus distant par la suite. Ça, on ne le sait pas, ça dépend des animaux. Tandis que si on récompense les moments où il est autour de nous, on devient comme « Wow! Hey, c'est le fun quand je suis à côté! J'ai des gâteries, j'ai une caresse, on me dit un mot gentil. » Donc, j'ai plus avantage à rester autour, à m'éloigner, parce que quand je m'éloigne, j'ai rien, puis ça tire, ou il arrête de marcher, puis il fait plus rien, donc c'est pas payant. Parce que le chien est opportuniste, donc il va toujours aller vers ce qui a un avantage pour lui. S'il n'y a pas d'avantage pour lui, ben il va vite éliminer cette option-là, puis changer d'option. Oui? Le phénomène, comme tu dis, de récompense, c'est probablement le phénomène le plus adéquat pour travailler la relation avec notre animal. Il est 12h43. On approche de la période de questions. Juste ici, avant de poursuivre, j'aurais une autre question pour toi, Mireille, mais j'aimerais voir, est-ce qu'il y en a à ce stade-ci qui ont des questions par rapport à leur comportement de leur animal, qui voudraient poser à Mireille, dire « Hey, moi, j'ai constaté telle chose sur mon animal. » Est-ce que vous avez des questions sur leur comportement animal avec votre chien? Parce que oui, moi, j'en ai une. Oui. Bonjour. Moi, j'ai eu des petites urgences. Je suis désolée d'arriver si tard. Donc, je m'appelle Céline. J'ai pas mis ma vidéo parce que j'ai pas une très bonne bande passante. Puis parce qu'il fait trop beau chez nous. Ça crie de Céline, pour la santé. Céline, en passant, elle est vétérinaire et c'est elle qui va être... Mireille! Salut! Donc, elle se fait une petite... Oui, donc, tu voulais dire quoi, Céline, à propos du... Oui, c'est ça. La question? Bien, j'ai une petite question à savoir, je peux-tu le réécouter, le webinaire? Oui. Oui. Oh. Oui, je vais pouvoir le réécouter. Parfait, ça répond à ma question. Oui. Parfait. Puis, moi, écoute, je suis vétérinaire depuis 21 ans. Puis là, je viens d'avoir un chiot qui est rentré dans ma vie, ça fait 2 mois. Et je pense que je m'attaque aux ligues majeures du chiot. C'est un Australian Cattle Dog. Oh yeah! Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour les débutants. T'as la Formule 1 là, des chiens, là. Exactement, mais je ne l'ai pas choisi vraiment. C'est-à-dire que c'est ma fille, j'ai envoyé ma fille faire du bénévolat dans un refuge. Quelle bonne idée. Puis, après ça, elle m'a harcelée pendant 2 semaines. J'ai cédé à la pression. Donc, écoute, ça va relativement bien. J'ai acheté le livre en ligne de Dr. Sophia Ying. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'elle. Ça s'appelle, oui. C'est quoi la question exactement, juste pour... parce qu'on n'a pas beaucoup de temps en avant. C'est quoi on a beaucoup de temps, effectivement. Excuse-moi. Donc, c'est un chien qui va... il va un peu devenir fou quand il voit des vélos qui partent ou une brouette qui part. Donc, le fameux comportement de folie de roue avec un chien. Il y a 2 mois, en plus. Non? Non, il y a 5. Non, ça fait 2 mois, mais il y a 5 mois. OK, il est rendu à 5 mois. OK, parfait. Oui. Ben, toi, étant vétérinaire, tu dois savoir comment fonctionne l'instinct de prédation chez le chien? Ben, moyennement, là. Moyennement. Il y a plein d'autres choses, mais pas tant. Pas tant? Donc, la séquence de prédation, le chien est resté un prédateur dans l'âme, là, évidemment. C'est ce qui fait que ça devient tellement agréable de jouer à la balle avec lui, c'est qu'il va pourchasser ce qui bouge. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui bouge, il va être porté à aller l'attraper, que ce soit nos doigts, que ce soit un objet qu'on lance, que ce soit une voiture, une trottinette, tout ce genre de trucs-là, ils sont attirés par ça. Puis là, si en plus, tu as un animal qui est cattle, donc ça veut dire un chien, un berger, dans le fond, là, qui gardait des troupeaux, ça, génétiquement parlant, ça a été choisi au fil des ans.
Donc, il y a la génétique puis il y a le comportement. Donc, la génétique, je veux pas me tromper parce que j'ai pas les données sous moi, mais on est à quelque part comme autour d'à peu près presque 50-50. Là. Donc, tu sais, la génétique joue pour quelque chose, mais le comportement joue pour quelque chose aussi. Donc, si par exemple, tu as un chien de berger, mais que tu travailles jamais ses capacités de regroupement, donc, il va pas tellement les développer plus qu'il ne les a. Si par contre tu travailles avec ça, ben là, il y a comme le bagage génétique pour le faire, puis en le travaillant, il va devenir comme un super chien de berger. Alors, souvent, ce qu'on fait quand on travaille le mouvement, c'est important de dire aussi que l'œil du chien il est myope, hein? Mais par contre, il a une plus grande acuité au mouvement que nous. Ça veut dire qu'une abeille qui serait comme à 3 mètres devant nous, peut-être que nous, on le verrait pas, mais le chien la verrait. Tu sais, il verrait pas l'abeille parce qu'il est myope, mais il verrait le mouvement. Donc, il pourrait essayer d'aller l'attraper. Donc, souvent, ce qu'il faut faire, parce que là, on travaille avec quelque chose qui est instinctif, qui fait partie, tu sais, de l'instinct de prédation, donc la séquence de prédation. Il y a quelque chose qui bouge, je cours après, je l'attrape, je le secoue, puis éventuellement je le mange. Une chance que les chiens ne seront pas rendus là pour la plupart. Ce qu'il faut travailler beaucoup, c'est qu'il faut que tu te rendes plus importante que la voiture. Il faut que tu te rendes plus importante que ce qui est devant lui, c'est-à-dire travailler la diversion. Mais ça, tu sais, on pourrait se jaser parce que c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Mais ça serait vraiment que toi, tu vales 3 millions de dollars alors que la voiture en vaut 1. Pour qu'il s'habitue à un mot, un son, quelque chose quand tu le dis, quand tu le fais, il va se retourner vers toi au lieu d'aller de l'autre côté parce que toi, tu vaux plus cher que la voiture. Je sais pas si c'est clair, si tu comprends un peu, mais ça, on pourrait se reparler parce que c'est plus complexe que juste expliquer ça. On va voir s'il y a d'autres questions. Oui. Comment Pardon, on t'entend mal, Céline? 3 millions de dollars, oui. C'est ça, tu vales 3 millions. Serge, tu avais une question? Ben moi, j'avais une question parce que ça m'a toujours frappé ma chaîne. Ça m'aide. Oui, c'est ça. Good. Serge? Écoute, moi, j'ai toujours, en tout cas, je l'ai compris ou je n'ai pas compris, mais j'ai toujours été impressionné parce que quand ma fille était malade ou elle était triste, le chien ne restait pas partout dans la maison, il allait la voir puis il restait à côté sur ses genoux. Puis des fois, elle pleurait parce qu'elle avait une peine d'amour, mais le chien restait là puis il ne partait pas de la chambre jusqu'à temps qu'elle se sentait assez bien. Comment ça se peut, ça? On rentre dans une sphère intéressante parce que, comme on le disait, visuellement, puis de par nos habitudes, l'animal se rend compte que cette personne-là agit pas de la même façon. Est-ce qu'il sent quelque chose? Est-ce que quand on est triste, est-ce qu'on sent quelque chose? Peut-être, ce qui fait que, il sait qu'il y a quelque chose qui va pas par rapport à d'habitude. Aussi, on le sait maintenant, les chiens ont une empathie. Ils peuvent savoir quand leurs congénères vont pas bien. Donc là, on est dans le niveau du ressenti. C'est un peu comme quand on rencontre des gens, on le sait si la personne va bien ou pas bien. Là, je pourrais rentrer dans des détails de ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, le champ électromagnétique du cœur. Je pense que c'est ça, le champ électromagnétique du cœur, comme quoi notre champ est très vaste et émet d'une certaine façon, là, c'est pas le bon mot, et que quand quelqu'un d'autre rentre dans ce champ énergétique-là du cœur, on ressent, il y a comme on ressent quelque chose. Donc, des fois, on voit quelqu'un arriver, il a rien dit, mais tu le sais. Oh, toi, tu vas pas bien aujourd'hui. Ou des fois, quelqu'un, quand il prend le téléphone, je t'entends, Normand, je vais juste finir de répondre à Serge, tu le sais tout de suite à la voix. Oups, s'il y a quelque chose qui marche pas. Donc, les chiens ont cette capacité-là aussi. Et quand un congénère va pas bien ou un animal va pas bien, ils le savent, ils le sentent. Comment? Je ne sais pas, je peux pas te l'expliquer, mais ils vont comme prendre soin de celui qui va pas bien. C'est ça, un animal social. Donc, il s'occupe de la société autour. Puis j'ai un exemple de ça. Écoute, moi, je me suis blessée, je suis pas encore 100% rétablie, mais au bassin, et j'ai pas pu marcher pendant un bon 2 semaines. Belle, il n'était pas question qu'elle sorte. Mais pourtant, elle a besoin de marcher. Il a fallu qu'on essaie de trouver des stratagèmes pour qu'elle puisse sortir à l'extérieur, parce que là, elle voulait même plus faire pipi, là. La madame sort pas. Pourquoi je sortirais? C'est moi, habituellement, qui est majoritairement avec elle. Donc là, je ne sortais pas. Alors, c'était quand même très, très difficile. Puis à un moment donné, elle avait peur de son harnais. Elle voulait plus du tout. Tu sais, il a vraiment fallu qu'on trouve des solutions.
pour l'aider à sortir. Je ne sais pas si tu t'attends un peu, Serge? C'est impressionnant de voir ça. Puis, anyway, ça nous montre un peu aussi comment être avec l'humain. Hein? Oui. Puis Serge, j'aime beaucoup cette question-là, puis cette notion-là, Mireille, que tu as mentionné, de l'énergie du terre. Moi, je sais très bien que quand je sors de l'ascenseur chez nous pour m'en aller à mon condo, il y a X personnes qui vont sortir et le chien qui est beaucoup plus loin dans le condo ne jappera pas. Aussitôt que je sors de l'ascenseur, il jappe, il sait que c'est moi. C'est incroyable comment ceux qui ont des sens. Tous ces sens-là, on va pouvoir, dans les prochains webinaires, en parler ensemble. Je sais qu'il pourrait y avoir de multitudes de questions encore. Là-dessus, là, Norma, si ça vous intéresse, cette espèce de sens-là des chiens, lisez les livres de Rupert Sheldrake sur le livre, c'est quelque chose comme ces chiens qui attendent leur maître ou qui savent quand leur maître va rentrer. C'est fascinant. Le monsieur, il a comptabilisé un paquet d'histoires, puis il se disait que, OK, il y a quelque chose qu'ils savent ou qu'ils sentent qu'on ne sait pas. Il y a vraiment des trucs là, fascinants qu'a fait ce monsieur-là, qui est un naturaliste ou un biologiste anglais. On pourra vous envoyer le lien à tous ceux là, qui participent au webinaire. On pourra vous envoyer le lien. Donc, je vois le temps avancer, 12h53, et on se fait toujours précieux de demeurer dans l'heure et à 1h, on termine. Donc, oui, il y aurait plusieurs questions. Oui, la fameuse question, comment je fais pour arrêter mon chien de japper quand il voit un chien à la télévision? Il y a des questions classiques qui sont là. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout couvert. Mais continuez de nous suivre et le prochain webinaire avec Mireille, on pourra prendre davantage soit vos questions. Écrivez-nous à Costa Impact Animal, info commercial Costa Impact Animal.ca. Écrivez-nous. Donnez-nous vos questions. On va préparer le prochain webinaire avec Mireille en fonction de vos questions. Oui, puis le prochain, on va rentrer plus vraiment comme dans les sens chez le chien, puis le comportement en tant que tel, le langage du chien. Donc aujourd'hui, on observait, on va essayer de comprendre maintenant qu'est-ce que le chien nous dit, puis comment justement l'observer un peu mieux. Je voudrais juste dire quelque chose à Céline. Oui. Moi, j'ai une Golden Doodle, elle va avoir 12 ans en juin. Et je l'ai eue, elle avait 2 mois. Et elle a commencé toute petite à courir justement après les trottinettes, à japper. Elle vient folle quand elle voit ça, des planches à roulettes. Et elle a 12 ans et elle a encore ce problème-là. C'est très, très, très difficile à régler ce problème-là. J'ai essayé plein de choses. Puis à un moment donné, j'ai abandonné. Puis j'ai dit, je vais la prendre comme elle est, puis je vais l'aimer comme elle est. Alors, quand ça arrive, je la ramène un peu vers moi, je la serre un peu pour pas qu'elle devienne folle parce que c'est vraiment pénible. Puis j'attends que ça passe, là, le petit gars ou la petite fille, elle passe. Puis... Mais c'est très difficile à régler comme problème. Mais je l'aime, c'est mon amour. Ça change rien. Moi, faut pas décourager Céline. Je dirais que quand on commence jeune, on arrive à de très bons résultats. En terminant, il est 12h57, je veux juste remettre, je vous remercie d'avoir été là. Puis, Mireille, tout de suite après la vidéo, tu pourras faire un petit mot de la fin, 30 secondes. Je veux juste remettre cette fameuse petite vidéo pour vous laisser dans un esprit d'amour inconditionnel, une petite vidéo qu'on a de Costa, de l'univers de Costa. Je vous la mets, puis tout de suite après, je vous reviens. Ça dure 1 minute et demie. Non. Ah, c'est pas grave, on va le faire.
Bébé. Oh my God. Il est cute, hein? Il est mangeable. Hein? Ah, que ça fait du bien. Excellent. On Et aime tu tout- passes. on aime Il toujours est vraiment. terminer nos séances avec un beau petit message comme ça, rempli d'amour, et pour nous laisser dans cette notion-là de ce que l'animal veut nous donner. Merci d'avoir été avec nous. Juste, Mireille, 30 secondes, un dernier mot de la fin. Être présent, ça nous amène toutes sortes de surprises agréables et puis ça nous permet d'approfondir la relation avec un autre être qui partage notre vie. Hein? On est avec lui tout le temps, donc aussi Merci. bien apprendre à le connaître. Merci, Mireille. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et oui, pour apprendre ce que tu viens de dire, c'est ce que vous allez vivre avec Costa Impact Animal, des expériences uniques, un approfondissement de votre relation avec votre animal. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tout le monde. Puis suivez-nous le mercredi prochain, n'oubliez pas. Alors, pour vivre en pleine présence de notre animal, l'amour inconditionnel, le moment présent, cette transformation-là, bien, écrivez-nous, ne vous gênez pas et suivez-nous. Merci à tous, il est 1h. Merci d'avoir été avec nous, puis à mercredi prochain. Merci. Merci. Bye bye tout le monde, merci. Et merci à tous. Merci à tous. Bye bye. Bye. Bye.